Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, bonjour. Avant tout, je voudrais m'assurer que la technique nous reçoit 5 sur 5. DSI, est-ce que vous nous recevez? Très bien, Madame Adisso, je vous reçois 5 sur 5. Alors, on peut démarrer, merci. Monsieur Falalé, bonjour. Bonjour, Madame Adisso. Bienvenue sur Talia Entrepreneur. Merci. Au nom de Monsieur Arnaud Dakako, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, je vous souhaite la bienvenue à ce premier numéro de Café Entrepreneur. Café Entrepreneur est un webinaire qui a lieu tous les derniers jeudis du mois et à travers lequel la CCI Bénin met à la disposition des opérateurs économiques des outils et informations clés pour mieux gérer leur entreprise. Ce premier numéro de Café Entrepreneur a pour thème transformer une idée de projet en succès entrepreneurial, tout pour reconnaître un projet à succès. Je suis Lydie Alisson-Wanou, chargée de modérer cette activité. On dit souvent que tout le monde a des idées, mais que l'essentiel est de pouvoir les réaliser. Mais avant l'exécution d'une idée, il y a une étape clé, celle de savoir si votre idée est réellement un projet viable ou juste une envie passagère. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, l'objectif de cette activité est de vous fournir, comme je le disais à l'entame, des clés pour identifier le potentiel d'une idée et de tracer une feuille de route claire et précise pour son exécution. Pour nous éclairer, j'ai l'honneur de recevoir ce jour M. Roland Falalé. Il est spécialiste en appui à l'entrepreneuriat et directeur général du CEPEP, entendez Centre de promotion et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Monsieur Falalé, bonjour. Bonjour, Madame Adisso. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie, plaisir à nous. Alors, l'activité se déroulera en 2 temps. Nous aurons dans un premier temps la présentation de M. Falalé et dans un second temps, les questions-réponses de manière très interactive. À présent, je voudrais inviter M. le directeur général du CEPEP pour sa présentation. Merci, Madame Adisso. Bonjour à tous ceux qui sont en ligne et qui nous suivent. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est un thème très important pour les entrepreneurs et ça constitue le point de départ de toute aventure entrepreneuriale. Donc, je suppose que ça suscite assez d'intérêt au niveau de nos auditeurs qui sont en ligne. Donc, le plaisir est le mien de présenter ce thème que nous allons suivre ensemble à travers ces grandes lignes. Ça se déroulera en 3 parties. Donc, la première partie, nous allons essayer de comprendre comment identifier une opportunité d'affaires. Ensuite, nous allons donner quelques critères pour pouvoir évaluer une opportunité d'affaires. Et en dernier plan, nous allons découvrir ensemble les étapes clés pour transformer une idée en plan d'action structuré. Très intéressant. Oui. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder la première partie de notre présentation. Idée de projet ou d'entreprise contre opportunité d'affaires. Rassurez-vous, ce n'est pas un combat, c'est juste pour pouvoir nuancer certaines notions pour faciliter la compréhension à nos auditeurs. C'est quoi une idée d'entreprise? Une idée d'entreprise est une idée d'activité que l'on crée pour vendre un produit
ou un service afin de gagner de l'argent. Donc, les mots clés qui sont dans cette définition sont produit ou service et enfin gagner de l'argent. C'est pour rappeler déjà que quand on est dans l'entrepreneuriat ou bien qu'on veut entreprendre une activité, l'objectif premier pour toute personne, c'est de gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'entrepreneuriat permet de créer de l'emploi et de la richesse. D'accord? Autrement dit, c'est une solution que l'on apporte pour une activité qui répond à un besoin des clients et qui peut devenir un business. Donc, à cette étape, on parle d'idée. Donc, on dit que c'est une solution ou une activité qui répond à un besoin des clients et qui peut devenir un business. Donc, il est important de mettre un point d'attention sur le peut, parce qu'on dit peut devenir un business. Ça veut dire que ce n'est pas forcément une idée qui peut permettre de réussir. Donc, il y a également d'autres éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir se décider et dire « Ah, j'ai une idée, je peux réussir avec, je peux aller de l'avant. » Donc, c'est ça qui nous amène à parler déjà de comment on trouve une idée, puisqu'on est en train de parler d'idée d'entreprise. Donc, nous allons l'étaler à travers 5 points importants. Premièrement, par observation. Donc, en observant l'environnement, son entourage, tout en se focalisant sur ce qui manque dans sa ville, son quartier, on peut générer des idées d'entreprise. Ça, c'est par l'approche manque, c'est-à-dire on regarde autour de soi, on s'intéresse à ce qui manque aux gens et qui peut permettre de susciter des idées d'entreprise ou bien des opportunités d'activité qu'on peut mener pour générer de revenus. La deuxième approche, c'est par analyse. Là, on rentre dans une approche problème, c'est-à-dire une idée peut également naître des problèmes rencontrés par la communauté. Donc, en s'attardant sur les problèmes et en analysant les solutions envisageables, on peut générer également des idées d'activités intéressantes. Donc, on voit que des gens rencontrent certaines difficultés ou rencontrent des problèmes qui préoccupent. Et on pense qu'on peut apporter des solutions à ces problèmes-là. Donc, ça peut générer des idées d'entreprise. Nous avons également par passion ou talent. Donc, en s'attachant sur notre utilité pour autrui, c'est-à-dire nos passions, nos talents, nos compétences, tout ce qu'on peut mettre en valeur pour être utile à quelqu'un, on peut générer de véritables viviers d'activités intéressantes. Et c'est comme ça que beaucoup se disent « Ah, je suis doué pour telle chose, je peux commencer par faire telle chose. » Donc, ça suscite des activités génératrices de revenus, comme on l'appelle, qui permettent quand même d'apporter une solution à des gens en leur étant utile sur certains plans et qu'on monétise pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, c'est la troisième approche. La quatrième, c'est par alignement. Donc, c'est d'explorer les tendances, regarder ce qui marche ailleurs, dans d'autres pays ou régions, et l'adapter à son contexte peut permettre également de constituer des sources de bonnes idées. C'est ça qui fait que parfois certains se déplacent dans des régions ou vont en voyage dans d'autres pays et ils rencontrent des choses qui ne sont pas courantes chez eux. Donc ils se disent « Ah mais tiens, ça peut marcher également chez moi parce que ça permet de résoudre tel ou tel problème. » Donc en s'alignant sur les bonnes choses ou les tendances ou ce qui suscite de l'intérêt ailleurs, on peut également générer des idées d'entreprise. Et enfin, c'est par relation. Donc, entretenir des conversations avec des amis, des connaissances ou des relations quelconques. De ces conversations peut naître également des idées d'entreprise. Donc, on discute de tout, de rien, et puis tel te partage avec toi ses problèmes ou sa manière d'analyser ou d'interpréter les choses. Ça peut susciter également des idées qui te permettent de dire « Ah, mais en faisant telle chose, ça peut toujours aussi aider. » Donc, voilà les différentes approches qui peuvent permettre de générer des idées d'entreprise. Mais, quand on a l'idée, il faut se poser après une question. Une idée d'entreprise est-elle une opportunité d'affaires? C'est ça la grande question, parce que
de l'idée d'entreprise, il faut pouvoir converger vers l'opportunité d'affaires. Parce que c'est l'opportunité d'affaires qui permet d'avoir les certitudes pour pouvoir dire on part en affaires, on lance une entreprise, on rentre en entrepreneuriat. Donc, ici, il faut retenir que toutes les opportunités sont des idées, mais toutes les idées ne deviennent pas des opportunités. Et ça me rappelle quand on est au second cycle, nos professeurs de mathématiques aiment bien nous traumatiser avec une expression qui dit toute application est une fonction, mais toute fonction n'est pas une application. Donc, c'est à peu près ça. Donc, il faut retenir ici que toutes les opportunités sont des idées, mais toute idée n'est pas forcément une opportunité. Donc, c'est ça la nuance qu'il faut retenir à cette étape-là. Donc, une opportunité d'affaires est une solution apportée en réponse à un besoin manifesté par des clients et pour laquelle ceux-ci sont disposés à en payer le prix. Donc, quand on était à l'étape d'idée, la définition que j'ai apportée, j'ai nuancé avec un peu, parce qu'on a dit peut devenir un business. Ici, le peu n'est plus parce que les paramètres ou les contextes qu'il faut commencent par s'aligner ou s'ajuster. Donc, on a dit un besoin manifesté par des clients et pour laquelle ceux-ci sont disposés à en payer le prix. Donc, autrement dit, c'est une idée d'entreprise validée par le marché et pour laquelle le client est prêt à payer. Donc, les 5 approches qu'on a développées tout à l'heure pour pouvoir générer des idées. Partant de là, parce que là, on est toujours du point de vue du créateur, de l'entrepreneur. Donc, il faut pouvoir confronter ces idées-là avec le marché, parce qu'il faut que ça soit des besoins ou des solutions qui apportent, ou des idées qui apportent une solution réelle à des besoins manifestés par le marché. Donc, on met l'accent sur la validation de l'idée par le marché. Si l'idée n'est pas validée par le marché, on ne peut pas dire que c'est une opportunité. Donc, ça doit être validé par le marché, mais également, le client doit être prêt à payer le prix. Parce que n'oublions pas que l'objectif ici, c'est de gagner de l'argent. Donc, si on ne peut pas susciter un intérêt au niveau du client pour qu'il soit prêt à payer le prix pour s'octroyer le bien ou la solution qu'on offre, ça n'en fait pas une opportunité d'affaires. Et si on fait attention, nous allons constater que dans le monde, il y a beaucoup d'inventions ou bien d'inventions technologiques qu'on fait. Mais ce n'est pas toutes ces inventions-là qui sont commercialisables. Donc, il y a tellement de brevets qu'on a, mais ce n'est pas tout qu'on commercialise. Parce qu'il faut que le client puisse être disposé à payer le prix pour s'offrir le bien ou le service qu'on propose. Donc, c'est une condition importante. Donc, partant de là, nous allons aborder la seconde partie pour pouvoir mettre en évidence les critères d'évaluation d'une opportunité d'affaires. Le premier critère, il faut que l'opportunité d'affaires, comme on le dit, l'idée soit opportune. Quand on dit opportune, qu'est-ce qu'on met dedans? Premièrement, il faut qu'il y ait une cible qui est bien définie. L'erreur que beaucoup de gens commettent, on détache souvent le processus d'idéation du bénéficiaire, c'est-à-dire du client. Si on s'en tient à la définition, on dit souvent qu'une idée, c'est une solution qu'on apporte à un besoin. Mais c'est le besoin de qui? Donc, il est important de savoir c'est qui déjà la cible dont je veux étudier les besoins jusqu'à pouvoir proposer une solution. Donc, il faut que cette cible-là soit connue. Donc, contrairement à l'idée, la cible visée doit être bien connue avec l'ensemble de ses caractéristiques. Si on ne connaît pas ces caractéristiques, on aura du mal à pouvoir bien approfondir et identifier ses besoins. Donc, la solution qu'on propose peut ne pas être une solution appropriée. Donc, ce n'est pas une solution opportune. Donc, c'est important de creuser et de bien
lever toutes les incertitudes qu'il y a par rapport à la cible. Deuxièmement, le besoin doit être réel. Beaucoup de gens se lancent généralement sur des besoins qu'on qualifie de besoins apparents, c'est-à-dire le besoin ou le problème identifié sur la cible ne doit plus être abstrait, mais cerné et analysé en profondeur afin d'apporter une solution satisfaisante. Je donne juste un exemple. On peut dire, les gens ont besoin de boire, donc il faut produire du jus, des jus de fruits. Donc en te disant, ah, je peux produire des jus de fruits, ça va me permettre de gagner de l'argent. Mais quand on rentre juste dans l'univers des jus de fruits, il y en a tellement. Il y a jus d'ananas, il y a jus de mangue, il y a jus de pastèque, il y a jus, il y a tellement de choses que... Mais la cible que j'ai, quel est son intérêt? Est-ce qu'eux, ils veulent du jus d'ananas ou c'est jus de mangue et de... Si je ne le sais pas, je vais produire ce que je veux, mais ça ne rentrera pas en adéquation avec les besoins du client. Le client ne va pas acheter. Ou bien c'est quand je viens avec mon jus d'ananas que lui va te dire maintenant, ah non, moi c'est mangue, je ne veux pas, non. Ouais, donc c'est ça. Donc il y a des besoins apparents, mais il faut aller au-delà de ces besoins pour pouvoir réduire les incertitudes liées à la proposition de solutions. Enfin, il faut une solution différentielle. Donc il ne s'agit pas ici d'apporter juste une solution. Celle-ci doit pouvoir se distinguer des solutions existantes déjà en concédant un avantage concurrentiel à l'entreprise. Donc, il ne suffit pas juste de faire pour faire, parce que n'oublions pas, toutes les idées ou bien tous les besoins sont déjà solutionnés d'une manière ou d'une autre. N'importe qui manifeste un besoin, il a déjà des possibilités ou bien des manières de pouvoir se satisfaire. Donc, en voulant offrir quelque chose de nouveau, il faut que ça vienne avec un avantage concurrentiel. Si je n'ai pas cet avantage concurrentiel, mon idée restera juste une idée, je vais l'offrir, mais le même client pour qui j'adresse cette solution va me laisser et continuer d'acheter ailleurs parce qu'il a ce plus-là ailleurs que moi, je n'offre pas en fait. Donc, il faut qu'on s'attarde beaucoup là-dessus pour éviter de limiter l'impact du succès de l'idée qu'on veut mettre en place. Et n'oublions pas, aujourd'hui, le marché est fortement concurrentiel. Donc, si je ne viens pas sur le marché déjà avec un avantage concurrentiel, c'est peu évident que je puisse prospérer dans l'affaire que je veux mettre en place. Donc, ce sont ces sous-paramètres-là qui permettent de décider que l'idée que j'ai est une idée opportune. Donc, en plus de ce premier critère, il y a un deuxième qu'on appelle la viabilité de l'idée. Donc, l'idée doit être viable. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Le premier élément, c'est que la technologie doit être accessible. C'est-à-dire la technologie nécessaire pour créer la solution innovante doit exister et être accessible. Donc, je dois être sûr que j'ai les conditions technologiques favorables pour pouvoir produire le bien ou le service que je veux mettre sur le marché pour donner la satisfaction à mon groupe cible. Deuxième élément, des moyens disponibles. Donc, les moyens matériels, humains et financiers dont je dois avoir besoin pour pouvoir rendre disponible ma solution. Ces moyens-là doivent être disponibles ou mobilisables. C'est-à-dire, même si je ne les ai pas en l'état, je dois pouvoir trouver les stratégies pour pouvoir mobiliser ces moyens-là afin de produire mon bien ou service. Donc, ce sont ces éléments-là qui permettent de juger de la viabilité. Enfin, une innovation économique. La créativité doit permettre d'adresser une réponse adaptée aux attentes de la cible. Donc, il faut pouvoir confronter ma créativité avec les attentes du client. Sinon, je vais être créatif, je vais inventer des choses, mais uniquement de mon point de vue, mais ça ne rentrera pas en adéquation avec les attentes ou les besoins du client. Donc, j'aurai quelque chose, mais que personne ne va s'intéresser à ça. C'est une minorité de personnes qui vont s'intéresser, alors que moi, j'aspire à ce que ça soit une majorité de personnes pour pouvoir bien performer par rapport à mon opportunité. Donc, ce sont ces trois éléments qui jugent de la viabilité de l'idée. Enfin,
la rentabilité, qui est le troisième critère important. Et cette rentabilité, on l'apprécie sur deux volets. Donc, une acceptation prix. Donc, la valeur créée pour la cible, c'est-à-dire l'utilité, le confort ou le gain de temps que concède ma proposition à mon groupe cible doit être satisfaisante. Et celle-ci est favorable à payer le bon prix. Comme on le dit souvent dans notre jargon, la qualité a son prix. Donc, quand les clients sont exigeants, c'est que ces clients-là doivent être prêts à pouvoir mettre le prix qu'il faut. Et souvent, quand on fait l'inverse, c'est que les entrepreneurs, souvent, qui disent que le client n'achète pas parce que mon produit est cher. En fait, en affaires, le mot cher n'existe pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne cible. Donc, vous n'avez pas trouvé une solution pour la cible que vous envisagez. Donc, c'est généralement ça. Sinon, vous prenez n'importe quel article, vous allez voir que ces articles-là existent sous différentes qualités. Et chaque qualité vient avec son prix. Mais on ne peut pas vouloir vendre quelque chose qui a un standard donné vers une cible qui veut autre chose. Je donne juste un exemple. Tout le monde connaît le prix des tissus qu'on appelle généralement viscose. C'est cher, mais notable. Elle l'achète. Mais tu ne peux pas vouloir vendre un viscose à quelqu'un qui doit avoir les moyens de viscose et présenter ce viscose à quelqu'un qui ne veut même pas de viscose et qui veut juste un tissu de 5 000. La personne n'achètera pas. Parce qu'il y a aussi des tissus de 5 000. Donc chaque produit vise une cible donnée. Donc quand on est au bon endroit, on a créé la valeur qu'il faut pour avoir de l'utilité pour le client doit être souvent disposé à payer le bon prix. Enfin, une marge commerciale. Personne n'est dans l'entrepreneuriat pour ne pas gagner de l'argent. Donc les moyens matériels, humains et financiers doivent être disponibles ou mobilisables, mais les coûts que engendrent ces moyens financiers par rapport au prix de l'article que je mets sur le marché, je dois dégager une marge commerciale. Si je n'ai pas de marge commerciale, c'est que je ne gagne pas de l'argent. Et ma motivation en tant qu'entrepreneur va commencer par faiblir, parce que si je ne gagne pas de l'argent, je ne pense pas que je puisse être endurant et persévérant sur cette activité. Donc, ce sont les trois critères: opportunité, viabilité, rentabilité, qui définissent les critères d'évaluation d'une opportunité d'affaires. Donc, si tout cela est bien compris, nous allons aborder enfin la troisième partie qui permet de transformer une idée en plan d'action structuré. Mais avant d'évoluer, ça me plaît de faire une citation. Cette citation, c'est celle-là. On parle de succès entrepreneurial. Vous savez, le succès est relatif et ça peut s'apprécier de différentes manières. Ce qui constitue un succès pour moi peut ne pas être un succès pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est chacun qui définit son succès et ça se résume en les objectifs qu'on s'est assignés et comment on a travaillé pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Ça peut définir le succès de chacun. Mais le succès, une autre définition qui s'adapte à ce que je veux expliquer, c'est que le succès, c'est 10% inspiration et 90% transpiration. Et cette définition me plaît bien parce que ça montre l'importance du travail et du rôle que revêt l'activité entrepreneuriale pour l'entrepreneur. Donc, l'idée, beaucoup de gens pensent qu'il suffit juste d'avoir une bonne idée et puis on va réussir. Oui, mais l'idée, même comme on le dit, l'inspiration compte pour 10% pour atteindre le succès. Donc, les 90% qui restent, c'est la transpiration. Il faut pouvoir s'arracher, il faut pouvoir travailler, il faut pouvoir transpirer, il faut suivre sérieusement pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc l'idée seule ne fait pas la différence. Ça compte, mais le reste, c'est le travail de l'entrepreneur qui permet de transformer l'idée en un succès entrepreneurial. D'accord. Si on s'en tient à cette définition du succès, avoir la bonne idée d'entreprise compte pour 10% dans l'atteinte du succès entrepreneurial. Les 90% qui font la différence
résulte de la capacité de l'entrepreneur à transformer cette idée en véritable opportunité d'affaires et à la concrétiser. De l'idée au succès entrepreneurial, il y a tout un processus qui se décline en étapes clés que nous mettrons en évidence dans les outils nécessaires. Donc, si je peux citer Paulo Lemann, qui est un homme d'affaires brésilien-suisse, il dit souvent « La bonne personne peut relever une mauvaise affaire, mais la mauvaise personne peut tuer une bonne affaire. » Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'idée seule ne fait pas la différence. Ce qui fait la différence, c'est la qualité de l'entrepreneur qui pilote cette idée. Donc, l'idée peut être mauvaise au départ, mais la bonne personne, c'est-à-dire le bon entrepreneur, peut arriver à corriger les défaillances, tout ce qu'il faut pour réussir et prospérer. De la même manière, l'idée peut être déjà une mine d'or dès le départ, mais la mauvaise personne peut tuer cette idée-là. Et l'entrepreneuriat, l'entreprise qui devait découler de cette idée ne prospérera pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce sont les étapes clés que nous allons définir ici, qui montrent tout le process qu'on doit avoir de l'idée jusqu'au succès entrepreneurial. Donc, la première étape, c'est de l'idée à l'opportunité d'affaires. Donc, nous avons déjà compris ici que l'idée seule n'est pas forcément une opportunité d'affaires. Donc, il faut pouvoir déjà faire un travail là, de l'idée pour venir à l'opportunité d'affaires. Après, la seconde étape, c'est de l'opportunité au projet d'entreprise. Donc, quand je suis sûr que je suis sur la bonne opportunité, comment je fais pour partir de là, pour démarrer un projet d'entreprise viable. Et enfin, du projet d'entreprise au succès entrepreneurial. Ce sont les trois grandes étapes. Donc, quand on s'attarde sur la première, c'est-à-dire de l'idée à l'opportunité d'affaires, nous avons le premier pas, il faut pouvoir évaluer ses capacités à entreprendre. Donc, si je prends déjà la décision de partir dans l'entrepreneuriat, tout en sachant qu'il me faut une idée, avant même de me mettre à chercher l'idée, il faut que déjà j'évalue mes propres capacités à entreprendre. Ça me permet de savoir mes atouts, mes faiblesses, tout ce sur quoi je peux me baser pour aller de l'avant, mes ambitions, ma vision, mes objectifs, ainsi de suite. Donc de là, je passe à l'étape qui suit, trouver une idée d'entreprise. Donc je commence par m'intéresser aux différentes approches pour voir tout ce qui peut susciter un intérêt pour moi, ainsi de suite. Mais quand j'ai finalement eu l'idée d'entreprise, la prochaine étape, c'est de valider cette idée et de la transformer en opportunité d'affaires. Et ce n'est que quand je suis à cette étape que je peux dire que j'ai une opportunité qui remplit les trois critères que nous avons vus plus tôt et sur quoi je peux me baser pour pouvoir monter un business sérieux qui peut prospérer. Donc, partant de là, je rentre dans la seconde zone. Donc, je dois analyser les risques. Donc, voir tout ce qui peut constituer une menace, un frein par rapport à là où je veux aller, par rapport à l'entreprise que je veux mettre en place. Et surtout, m'attarder sur les actions de mitigation, c'est-à-dire si je ne veux pas que telle chose m'arrive, qu'est-ce que je dois faire pour éviter cela? Donc, je dois être très conscient de ces éléments-là, parce que c'est tout cela qui va définir la manière dont je vais me comporter à l'étape qui suit, qui est l'étape de l'étude de faisabilité complète de mon affaire. Donc, je dois prendre en compte tous ces éléments pour pouvoir décider des approches aussi bien techniques, économiques, financières, juridiques, administratives et faire une étude de faisabilité complète de mon affaire et voir où je veux me mettre, où je veux me projeter, comment je dois travailler, sur quel marché, ainsi de suite. Enfin, troisième étape, mobiliser les ressources. Donc, la mobilisation des ressources est également importante parce que quand on a vu les critères tout à l'heure, on a parlé de la viabilité. Donc, je dois pouvoir mobiliser les ressources.
pour commencer par mettre en œuvre les actions qu'il faut pour créer et démarrer mon activité entrepreneuriale. Donc, ce qui justifie l'étape 4, c'est-à-dire la formalisation et le démarrage, parce que je sais sur quel marché je travaille, je sais quelle opportunité d'affaires j'ai mis en place des conditions, même si c'est minimaliste, pour pouvoir commencer par produire ma valeur sur le marché, commercialiser cette valeur-là et concrétiser cela avec des revenus que je gagne. Donc, je démarre. Maintenant, quand on démarre, ce n'est pas une fin en soi, c'est maintenant que le vrai parcours même commence. Donc, la troisième zone où je dois lancer la production, donc être tout le temps dans les activités qui me permettent de combiner les matières premières, les ressources et autres pour les transformer en solutions et les commercialiser sur le marché. Mais deuxième étape, je dois pouvoir assurer la montée en régime de l'entreprise que j'ai créée. Au premier point, les gens sont juste focalisés sur l'activité de production. Mais créer une entreprise et gérer une entreprise, ce n'est pas que la production. Donc, on doit pouvoir commencer maintenant par s'attarder sur les indicateurs financiers. Donc, comment faire pour compresser, réduire les charges fixes, comment faire pour réduire les charges variables, comment faire pour optimiser la marge, la rentabilité de l'entreprise, comment je dois travailler pour mettre de l'efficience dans ce que je fais, parce que c'est ça qui va me permettre d'être beaucoup plus efficient, d'économiser des ressources et d'optimiser la productivité et la performance de mon entreprise. Donc ça devient un challenge important que je dois mener pour pouvoir apporter de la performance dans ce que je fais. Donc, à travers ce point, on va parler maintenant du contrôle des réalisations. Donc, j'ai pu travailler à mettre des indicateurs pour pouvoir avoir un tableau de bord pour suivre la performance de mon entreprise. Donc, je veille au grain pour que, entre ce que je prévois faire et ce que je réalise, je puisse analyser les écarts, voir ce qui ne va pas et prendre les actions correctives qu'il faut pour pouvoir être focus sur l'atteinte des objectifs que je me suis assigné. Donc, c'est également un point important du succès. Et le quatrième point, c'est de conduire le développement de l'entreprise que j'ai créée. Comme tout être généralement, il y a des étapes. On naît, on grandit. Donc, l'entreprise que je porte, je dois pouvoir savoir que cette entreprise également doit pouvoir grandir. Mes propres ambitions sont évolutives, ça ne stagne pas. Donc, mes besoins d'il y a quelques années ne sont plus mes besoins d'aujourd'hui. Et fortement, ça ne sera pas mes besoins dans le futur. Donc, si mes ambitions déjà évoluent, il faut également que je combine tout cela pour que l'entreprise que je crée également puisse grandir. Donc, je dois pouvoir commencer par m'assigner des objectifs à long terme, travailler pour générer encore suffisamment d'opportunités, les transformer en activités génératrices de revenus pour accroître et soutenir la durabilité et la croissance de l'entreprise que j'ai créée. Donc, voilà de façon détaillée les différents pans qui constituent le cheminement de l'entrepreneur qui aspire à un succès entrepreneurial. Donc, nous allons revisiter ces différents points-là, mais en mettant en évidence quelques outils qu'on utilise dans ce process-là. Quand on est au niveau de la première zone, quand nous parlons de capacité entrepreneuriale, les informations utiles que nous recherchons, ce sont les données personnelles du porteur de projet, ses compétences et expériences par rapport à l'entrepreneuriat et au projet qu'il peut piloter. Donc, les moyens, c'est les évaluations de profil. Donc, les outils qu'on utilise souvent, ce sont les tests de personnalité pour qu'il puisse savoir qui il est en réalité, les tests de compétences pour mettre en valeur ses forces et les compétences qui sont déjà les siennes, enfin un bilan de cohérence entrepreneur-projet pour voir ce que je veux faire, quels sont les atouts que j'ai, qu'est-ce qui me manque pour comprendre déjà comment je dois m'entourer pour compenser ces failles ou ces faiblesses que j'ai déjà au point de départ. Donc c'est déjà ça. Enfin, quand on est au niveau de l'identification de l'idée de projet, les outils sur lesquels il faut s'attarder souvent, c'est le brainstorming, parce qu'il y a plusieurs approches.
Donc, vous pouvez utiliser ces différentes approches pour susciter une boîte à idées, mais il faut pouvoir approfondir avec des éléments pour pouvoir tirer la bonne idée qui vous intéresse. Donc, nous avons la matrice de découverte. C'est un outil qu'on utilise pour croiser des idées et puis dégager une idée pertinente. Nous avons également l'espace consommateur. C'est un outil qu'on utilise par rapport aux produits, les caractéristiques du produit, qu'on croise avec les attentes du marché pour pouvoir décider une idée d'entreprise. Donc, au niveau de la validation de l'idée en opportunité, l'outil le plus utilisé, c'est le design thinking. C'est un outil très important qui comporte 3 domaines, c'est-à-dire une étape d'immersion, une étape d'idéation et enfin une étape de test, parce qu'on doit pouvoir tester l'idée sur le marché pour pouvoir mieux l'affiner et réellement la transformer en opportunité d'affaires. Nous avons aussi le business model canvas, nous avons les questionnaires, les outils de dépouillement et de traitement de données, ainsi de suite. Au niveau de la seconde zone, l'analyse des risques, nous avons les matrices d'évaluation, la cartographie des risques, le SWOT, qui est un outil qui présente les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités. Nous avons également le PESTEL, qui est un outil qu'on utilise par rapport à l'environnement pour confronter des menaces ou bien des obstacles par rapport à l'évolution. L'étude de faisabilité, nous avons les plans de vente, nous avons les comptes d'exploitation, nous avons le plan de trésorerie, le plan de financement, le business plan, que tout le monde connaît généralement, le plan d'affaires. Donc, la mobilisation de ressources, nous avons le planning des activités, les contrats avec les contrats de partenariat, que ce soit avec les fournisseurs, avec les clients, avec des banques ou des institutions financières, et puis les contrats de collaboration. Enfin, au niveau de la formalisation et le démarrage, nous avons un bilan d'ouverture, nous avons les manuels de procédure, nous avons le plan de travail, nous avons le planning de production et tout autre outil. Ce n'est pas exhaustif, c'est juste quelques-uns qu'on a énumérés. Donc ça peut être au-delà de ces éléments. Dans la troisième zone, le lancement de la production, nous avons les fiches techniques de production, nous avons les comptes de trésorerie, les plans de financement, les manuels de procédure encore, le plan de travail, planning de production et autres outils. Dans la montée en régime, on a toujours les comptes d'exploitation, les indicateurs financiers, le tableau de bord, entre autres, qu'on utilise également pour suivre de très près les indicateurs qu'on va définir. Le contrôle des réalisations, le tableau de bord revient ici, où sont suivis la comptabilité analytique qui permet de suivre de près chaque produit ou service que l'entreprise offre dans les conditions de coût et de prix, afin de mieux apprécier la rentabilité. Parce que souvent, on a des entrepreneurs qui font beaucoup de choses, mais qui ont juste une comptabilité globale. Donc, parfois, ils perdent de l'argent sur certains produits sans s'en rendre compte. Et tout ça, ça réduit en fait la performance de l'entreprise. Donc, la comptabilité analytique permet de faire un suivi produit par produit. Là, dès que tu perds de l'argent quelque part, tu le sais en même temps. Et ça te permet de prendre les décisions qu'il faut correctement pour pouvoir améliorer la performance financière. La conduite du développement, là, il faut un plan stratégique de développement et tous les outils pour pouvoir mieux cerner la vision de l'entreprise et comment pouvoir piloter cette vision sur le plan stratégique et opérationnel pour conduire l'entreprise à bon bord. Voilà, de façon résumée, ce que j'ai voulu préparer par rapport au thème à l'attention de nos auditeurs et auditrices. Merci pour votre écoute. Merci, M. Falade. Merci pour cette riche présentation. Je suis sûre que cette présentation suscite beaucoup d'intérêt au niveau de nos participants. Nous allons passer à présent à la phase questions-réponses. Monsieur Julien Adetokou,
Vous nous recevez, vous pouvez poser votre préoccupation. Ok. Bonjour. Vous me recevez? Oui, nous vous recevons 5 sur 5. Vous pouvez y aller. Ok. Bonjour. Merci beaucoup, monsieur le DG, pour la présentation. Et je remercie beaucoup le centre pour tout ce qu'il fait pour les jeunes entrepreneurs du Bénin. Et parce que j'ai bénéficié d'une formation la formation Imprétech et dans le département du Plateau. Et moi, je suis dans la commune de Ketou. Je suis dans la transformation du lait de vache en divers produits laitiers. Et ce que j'aimerais poser comme préoccupation, souvent, on a des idées. Nous, jeunes, on a des idées, on met les moyens que nous avons, c'est-à-dire nos propres fonds dedans. Bon, donc les décisions externes, par exemple, les décisions de l'ABSSA, par exemple, lorsque ça vient pour dire, bon, lorsque vous n'avez pas l'autorisation de mise sur le marché, la ANM, lorsque vous n'avez pas les certifications qu'il faut, donc vous ne pouvez pas mettre vos produits sur le marché. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'on n'a pas assez de moyens, maintenant qu'il n'y a pas de subventions comme ça au niveau de l'État, comment on peut gérer cette situation? Parce qu'il y a des entreprises qui se ferment, des jeunes qui sont obligés de se... parce qu'on ne peut pas vendre. On a le produit, on a les idées, on a tout le prototype, mais c'est ce facteur externe qui ne dépend pas de nous. Comment on peut gérer? Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Préoccupation bien notée. Oui, je propose que vous réagissez en même temps sur cette préoccupation. D'accord. Merci pour cette préoccupation qui constitue quand même une réalité au niveau de notre écosystème actuellement. Aujourd'hui, ce sont des décisions, c'est vrai, de l'écosystème qui viennent impacter positivement ou négativement la performance des entrepreneurs. Et si vous avez bien fait attention, c'est pour ça qu'au niveau de l'analyse de risque au départ, il faut pouvoir prendre en considération ces éléments-là et définir la stratégie opérationnelle qu'il y a par rapport à cela. Aujourd'hui, notre écosystème est en train de se structurer et je sais qu'il y a pas mal d'organisations ou bien pas mal de dispositifs qu'on appelle généralement les incubateurs, les accélérateurs qui se créent dans notre écosystème aujourd'hui et qui sont soutenus par l'État et les partenaires au développement, qui peuvent permettre d'héberger ces genres de porteurs d'idées qui sont au démarrage et pour les accompagner par rapport aux histoires de normes, par rapport à l'ABSA, les histoires d'autorisation de mise sur le marché et autres, afin qu'ils puissent amortir un peu ce flou-là qui est assez contraignant au démarrage. Ça, c'est une approche. Et je sais également que la Chambre de commerce et d'industrie accompagne les entreprises également dans ce sens, à travers des dispositifs de soutien qu'ils ont. Maintenant, l'autre approche, c'est que c'est vrai qu'on a des idées, mais quand on a des idées, il y a une solution qui jusqu'à aujourd'hui est très mal exploitée dans notre pays au Bénin, je dirais même au niveau de la sous-région, parce que les entreprises ne profitent pas bien de ce qu'on appelle le relationnel et les stratégies de groupe. C'est-à-dire, vous avez une idée, c'est dans un secteur donné. Et je suis sûr que ce que vous faites là, il y a des entités déjà qui le font et qui ont l'autorisation de mise sur le marché, qui ont les conditions requises pour pouvoir accéder au marché. Mais on n'arrive pas à développer les synergies opérationnelles qu'il faut pour mettre en place des stratégies d'affaires. Et ça fait qu'on est limité. Au lieu de s'appuyer sur les autres pour réussir, on pense vouloir tout faire soi-même et on s'enlise par défaut de moyens généralement. Donc, c'est déjà des pistes également qu'il faut pouvoir exploiter pour pouvoir résoudre et contourner cette difficulté en opportunité. Merci, M. Faladé. Permettez bien, je voudrais informer les participants que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a un partenariat très fiable avec la BSSA et accompagne les opérateurs économiques
à l'obtention des différentes autorisations qui permettent de crédibiliser davantage leurs produits. Donc, je vous propose de vous rapprocher de la Chambre aussi pour avoir d'autres informations. Et nous lançons chaque année les inscriptions en ligne pour que les entreprises puissent postuler et être accompagnées. Donc, restez connectés, restez focus sur tout ce que nous partageons comme information. Monsieur Djibou, vous avez la parole. Merci de poser votre préoccupation. Merci beaucoup, madame, pour la parole accordée. Merci pour la coordination. Et je voudrais dire infiniment merci à monsieur le directeur, monsieur Faladé, pour sa brillante présentation et également l'accent ou l'insistance dont il a fait preuve sur des aspects clés de ce processus entrepreneurial. C'est vrai, tu as l'idée, si tu n'arrives pas à aller au succès, tu n'as pas entrepris. Cela suppose que les objectifs ne sont pas atteints. J'ai beaucoup appris à travers cette présentation. Je voudrais savoir, je vois souvent, on a entrepreneuriat et on a entrepreneuriat. Je voudrais, quelle est la différence entre les deux, ou bien c'est le même mot, ou bien le même contenu qui varie d'une écriture à une autre? Et ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, pour la plupart du temps, voilà, quand on quitte l'idée, voilà, il faut élaborer, par exemple, tout ce qui est... Vous n'avez pas fait suffisamment cas de ça, mais ça me plaît bien de poser cette préoccupation. Il faut élaborer plan d'affaires ou bien le business plan avant d'aller maintenant à la phase pratique. Moi, je voudrais savoir, et pour la plupart du temps, les business plans, le montant est élevé, le coût est vraiment élevé par rapport à celui qui est au début, qui n'a pas encore réellement un grand fonds de démarrage. Est-ce qu'il faut forcément partir d'un business plan, ou bien comment il faut quand même démarrer, en tout cas, la mise en œuvre de son idée, ou commencer par concrétiser son idée sans forcément passer par business plan, ou bien c'est un passage obligé. Ce sont mes deux préoccupations. Et la dernière, si vous permettez, madame la modératrice, et je voudrais savoir comment vous pouvez nous aider, sinon aidez-nous à avoir le support, ne serait-ce qu'en PDF, de la communication. On a pu noter ce qu'on peut noter pour qu'on puisse mieux faire usage de tout ce qui nous a donné comme idée ou bien comme contenu. Et voilà. Et merci beaucoup à vous. Merci à vous. Je vous rassure que vous aurez la présentation à la fin. J'espère que vous êtes inscrit au démarrage. Sinon, vous pouvez mettre votre adresse email dans le chat ou dans l'espace QR. Nous allons passer à la réponse. Merci. Merci pour cette préoccupation. Déjà pour le premier, entrepreneuriat, ce n'est que des jeux de mots, les deux veulent dire la même chose généralement. Donc, certains écrivent neuria, d'autres naria, donc bon, c'est le mot de même famille. D'accord? Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pour la seconde préoccupation, si vous avez bien suivi ce qui a été développé, de l'idée à l'opportunité, il y a un travail important qui se fait, qu'on appelle la validation de l'idée. Donc, quand vous êtes à l'étape de la validation de votre idée, vous entreprenez déjà, ce n'est pas que vous n'entreprenez pas, mais à cette étape, l'entrepreneur travaille beaucoup plus sur son modèle économique, son modèle d'affaires. En fait, c'est ça qui le préoccupe le plus. Donc, on ne parle pas encore de business plan. Donc, il faut pouvoir avoir déjà quelques certitudes sur le marché avant de pouvoir parler de plan d'affaires. Parce que quand on dit plan d'affaires, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas un document projet. Le plan d'affaires n'est pas un document projet. C'est dans un document projet qu'on s'attaque beaucoup plus sur des prévisions. Vous allez voir quelqu'un qui veut dire « je veux faire de l'agriculture », il n'a même pas encore démarré, mais il fait un document projet où il veut emblaver 10 hectares et il fait déjà des prévisions de chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros. Ça, on parle du document projet.
Ici, on parle de plan d'affaires. Le plan d'affaires, comme son nom l'indique, il y a affaires dedans. Donc, c'est quelque chose que tu as déjà. Ce n'est pas prévision. Donc, il faut avoir déjà un marché, des certitudes sur le marché avant de parler de plan d'affaires. Donc, au début, l'entrepreneur travaille beaucoup plus sur son modèle économique, son modèle d'affaires, et arrive à avoir quelques certitudes sur le marché avant de pouvoir se projeter pour parler de plan d'affaires. Donc, même quand on parle de plan d'affaires, la meilleure idée, nous, par exemple, on a un centre d'accompagnement, une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Nous faisons des plans d'affaires pour des entrepreneurs. Mais la meilleure formule, c'est que l'entrepreneur lui-même arrive à faire son plan d'affaires. Donc, nous, on peut accompagner, mais ce n'est pas opportun qu'une structure ou une entité externe fasse pour vous un plan d'affaires. La structure peut vous accompagner, mais le processus de réalisation doit être participatif à tel point que l'entrepreneur doit être au cœur de ce travail-là. Donc, au lieu de vous faire un plan d'affaires, moi, j'aurais préféré plutôt vous outiller pour que vous compreniez vous-même comment on fait le plan d'affaires pour pouvoir le faire vous-même. Ça sera plus pertinent et plus efficient pour vous que de payer de l'argent pour faire un plan d'affaires qu'on va vous envoyer et vous ne comprenez même pas les hypothèses que la personne a utilisées pour faire le plan d'affaires alors que c'est votre affaire. Donc, et ça devient un document comment dire, de pilotage dont vous ne maîtrisez pas les tenants ni les aboutissants. Donc ça sera difficile pour vous d'exécuter ce plan d'affaires-là si vous n'êtes pas à la base. Maintenant, la troisième préoccupation, si ma mémoire ne joue pas des tours. Vous pouvez rappeler, s'il vous plaît, la troisième préoccupation? C'était par rapport à... Oui, la troisième préoccupation, c'est concernant le support. Je crois que vous l'avez déjà. Elle avait déjà répondu par rapport à ça. Elle avait répondu à cette préoccupation. Donc, les services sont à votre disposition pour que toujours vous rapprocher des autres. C'est vrai que bon, le coût, moi je ne raisonne pas souvent en termes de coût, parce que quand on veut quelque chose, il faut aussi se mettre dans les conditions pour pouvoir l'avoir. Il y aura forcément un coût. Mais quand vous êtes dans cette dynamique participative, je pense que ça peut se gérer assez bien. Madame Amadine Omolawa, vous nous recevez? Oui, bon. Bonjour, oui, je madame. vous reçois 5. Merci merci pour cette belle formation, pour cette belle initiative de la CCIB. Merci de nous avoir apporté de la valeur ajoutée. Merci au DG de CEPEP qui a fait une très, très belle présentation, aussi bien dans la forme que dans le fond, conquise par l'esprit de l'intervention. Franchement, j'ai aimé ce temps en participant à cette belle formation. Je suis Adeline Omolara, responsable à Open Digitizer, une société numérique intervenant dans le domaine de développement d'applications, de tout ce qui a rapport avec tout ce qui est web, développement et autres. Et particulièrement, j'ai... Vous pouvez poser votre préoccupation, s'il vous plaît, madame. J'interviens pour poser ma préoccupation qui est... Je voudrais attirer l'attention... S'il vous plaît, nous ne vous recevons plus bien. C'est bon, vous me recevez là? Voilà, c'est mieux. J'ai l'impression que vous faites des mouvements qui interfèrent sur votre parole. Ah, d'accord. OK. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, allez-y. OK, ma préoccupation est la suivante. La préoccupation. Oui, ma préoccupation est la suivante. En tant qu'entrepreneur, quand nous démarrons une activité, monsieur le DG le disait tout à l'heure qu'il faut un business plan pour élaborer et tout ça. Au-delà de ça, nous sommes dans le domaine numérique.
Et nous connaissons très bien nos réalités. On sait qu'aujourd'hui, c'est ça l'innovation au Bénin. Mais nous savons aussi qu'en tant qu'entrepreneur, dès que tu démarres une activité, il est compliqué pour les clients d'avoir confiance, surtout quand ce n'est pas une activité consommable facilement. Donc, quand je prends le domaine numérique où tu dois développer des applications, manipuler des données, il y a cette brise de confiance entre le client et l'entrepreneur. Et on remarque la plupart du temps qu'il faut souvent plus s'appesantir sur le relationnel que sur forcément le produit ou le service rendu. Dans ce Alors, cas, quelle est en tant votre que jeune préoccupation? entrepreneur, Quelle est votre préoccupation, madame? oui, madame, laissez-moi, s'il vous plaît. En fait, c'est en fonction du temps imparti à l'activité. Si vous allez D'accord. trop dans les détails, vous allez pénaliser les autres intervenants qui attendent. C'est pour ça que Je vais laisser relance. alors. Madame, si je n'explique pas pour qu'on comprenne ma préoccupation, on ne pourra pas me répondre. Donc, si je n'ai pas le temps d'expliquer pour qu'on me comprenne et me réponde correctement, je pense que je vais laisser la place à une autre personne. Allez-y, nous vous suivons. Merci d'être succinct. Dans notre domaine, comme je l'ai dit, en tant que jeune entrepreneur, dans ce cas où nous exerçons une activité qui nécessite une base de confiance et que nous venons en tant que jeune entrepreneur n'ayant déjà jamais exercé dans le domaine et voulant offrir ce genre de service, qu'est-ce que vous nous conseillez pour pouvoir acquérir de la clientèle? Parce que même en passant par le relationnel, en passant par le réseautage et tout, dès que vous n'êtes pas recommandé dans ce domaine, c'est un peu compliqué. Que fait la CCIB, les jeunes entrepreneurs de ce domaine, en pour la CPEB? C'est ça ma préoccupation. Nous n'avons pas reçu la fin de la question. Que fait la CCIB pour la Suisse? Que fait la CCIB pour accompagner ces jeunes entrepreneurs de ce domaine dont les services sont beaucoup plus basés sur la confiance et le relationnel? C'est bien noté, madame. Monsieur Faladé, oui. Si je vais répondre déjà par une approche contextuelle pour les entrepreneurs qui sont dans le numérique et autres. Si vous avez fait attention à ma présentation, j'ai bien expliqué tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'inventions, mais très peu sont commercialisables parce que le client n'est pas prêt à payer le prix. Donc, dans notre environnement, il y a beaucoup de personnes qui utilisent le processus inverse en termes de création d'opportunités d'affaires. C'est-à-dire, ils créent la solution et s'imposent au marché. Donc, quand on s'impose au marché, on a beaucoup plus de difficultés à commercialiser son business, en fait. Alors qu'il fallait déjà s'adapter aux besoins du client, proposer la solution, et là, le client converge plus aisément vers soi. Donc, beaucoup de gens qui sont dans le domaine de numérique fonctionnent comme ça. Ils développent des programmes de leur point de vue parce qu'ils jugent que c'est des besoins apparents et autres, mais malheureusement, très peu deviennent de grands succès, en fait, des succès en ces termes-là. Donc, maintenant, la possibilité, c'est qu'on n'est pas obligé, soit quand vous regardez vous-même votre modèle économique, il y a plusieurs axes. Si vous jugez que à travers des stratégies, vous pouvez avoir, à travers des stratégies, vous pouvez acquérir la confiance de la clientèle pour pouvoir optimiser votre performance commerciale. Donc, il faut investir sur cette stratégie-là pour atteindre ces objectifs-là. Maintenant, si, après toute réflexion, aucune stratégie n'est opportune ou n'est à votre portée par rapport à vos capacités financières ou autres, personne ne vous oblige à rester dans cette activité. Cherchez une nouvelle opportunité et puis avancer. On ne vit pas d'une seule activité, donc vous pouvez créer de nouvelles choses en respectant le principe qu'on est en train de développer aujourd'hui. Il faut que ça s'adapte aux besoins de la clientèle.
clientèle. Là, c'est plus facile de monétiser cela. Merci, M. Faladé. Je voudrais, puisque la dame a demandé ce que fait la CCIB, si vous permettez. La CCIB organise plusieurs activités à l'endroit des opérateurs économiques. Nous offrons des formations de comment mieux gérer son entreprise. Nous faisons aussi des rencontres de réseautage. Donc, si vous commencez par participer aux activités de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, vous verrez qu'à la fin des fois, nous faisons des cocktails et de réseautage. Ce sont des occasions pour vous de parler avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par vos produits. Donc, commencez par nous fréquenter, vous verrez que vous aurez quand même une ouverture de ce côté-là, madame. Merci à vous. Madame Adissa, si vous permettez, je vais compléter également en disant à la dame que les problèmes peuvent être au-delà de ce qu'elle a expliqué tout de suite en ligne. Donc, elle ne perdra rien à essayer également de se rapprocher du centre. Nos conseillers vont l'écouter plus en profondeur et voir les conseils et orientations qu'on pourra lui apporter pour qu'elle puisse solutionner la difficulté de son entreprise. Merci beaucoup, DG. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Bienvenue. Anoulou, vous avez la parole. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir. Monsieur le DG de CFEP, je suis bienvenu Ramdo Nouassé, technicien en microbiologie, biotechnologie alimentaire. J'ai eu la chance de participer. Vous ne recevez pas très bien. Il y a des gens derrière vous. Nous entendons des choses. Je disais que je suis bienvenu Nouassé et je suis technicien en microbiologie, biotechnologie alimentaire. Et j'ai eu la chance de participer à la formation Entrepec. Oui, allez-y, monsieur. Bienvenue. Préoccupation. Je suis un jeune entrepreneur où je n'ai pas encore créé l'entreprise. Il y a plein de difficultés pour moi. Parce que j'ai besoin de l'accompagnement en termes de financement. J'aimerais savoir, est-ce que... S'il vous plaît, apparemment, il y a un problème de connexion. Est-ce que... Nous entendons un mot sur deux. Vous me recevez? Allô, monsieur, bienvenue. Votre occupation d'entreprise, ça prend beaucoup de temps. J'aimerais savoir. Allô? J'aimerais savoir dans quel domaine, comment vous accompagnez les jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire, vous entendez de ces jeunes, par quelle manière, quel critère que vous accompagnez les jeunes entrepreneurs en termes de financement? J'espère que vous recevez. J'essaie de comprendre sa préoccupation en fonction de quelques... Mais en fait, comment accompagner les jeunes qui ont des idées, mais qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir se lancer. Oui. Il faut vous rapprocher du centre pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent. Parce qu'aujourd'hui, dans l'écosystème, comme je l'ai dit plus tôt, il y a beaucoup de dispositifs pour accompagner, susciter l'entrepreneuriat via les incubateurs. Donc, on dit des programmes d'incubateurs. C'est des gens qui ont des idées, qu'on héberge et qu'on accompagne jusqu'à ce qu'ils puissent passer l'étape de modélisation de leur idée pour se lancer également en entrepreneuriat. Donc, c'est ces genres de programmes ou ces genres d'accompagnement qui sont plus appropriés pour les jeunes qui ont des idées et qui sont à cette étape de l'entrepreneuriat. Là, ils pourront avoir le soutien qu'il faut, les conseils qu'il faut pour
leur éviter de faire des erreurs au démarrage et pouvoir se lancer aisément. Donc, rapprochez-vous de nous et s'il y a des opportunités du genre, on n'hésitera pas à vous orienter et vous les saisir. Monsieur Rassou, Joseph Laurent, c'est bien ça. Monsieur Rassou. Oui, allez-y. Oui. Merci, madame la modératrice. Merci, monsieur Faradé. Je suis consultant et formateur en anglais. Nous ne recevons pas du tout. Ça fait un écho, nous ne déchiffrons pas ce que vous dites. Je disais tantôt que je suis consultant et formateur en anglais. Je vous propose de mettre votre question dans le chat, monsieur Ressou. Je vous propose de mettre votre question dans le chat, nous allons vous répondre. Merci à vous. Nous allons prendre une autre préoccupation. Monsieur Kachon, monsieur, madame Kachon. Monsieur Kachon. Merci. Allez-y. Bonjour madame, bonjour monsieur le DG. J'aimerais poser une question liée à la prise de décision en cours de projet. À quel moment doit-on abandonner? À quel moment, monsieur le DG, à quel moment doit-on abandonner ou pivoter une idée de projet et quels indicateurs doivent réellement nous alerter? D'accord. C'est bon. Je propose qu'on prenne une autre question en plus pour aller plus vite. Monsieur Razak. Merci, madame la modératrice. Merci, monsieur le DG. Moi, je reviens à la question d'idéation sur la présentation et merci pour cette opportunité que la CCB nous offre. C'est par rapport à la phase de test du produit. Le DG a expliqué qu'on doit tester le produit. Et moi, j'ai une difficulté. Est-ce que tous les produits peuvent être testés? Si je prends par exemple, je suis un vendeur de pain ou de sacs, comment vais-je tester que le sac que je proposais en vente au client est apprécié? Comment je fais dans la pratique pour tester ce type de produit? Quand il s'agit de jus de fruits ou autre, c'est facile de proposer ça à des amis, à des gens sur le terrain pour qu'ils goûtent, pour dire la qualité. Mais comment on fait lorsque le produit n'est pas un produit dont le coût est aussi moins cher que des jus de fruits, par exemple, ou bien des pains de savon, ou bien des friandises qu'on peut offrir? Ma dernière préoccupation est, c'est quoi réellement le plan de développement stratégique? Le PDG en a parlé au niveau de la phase de développement. Comment on le réalise? Est-ce qu'il y a des spécialistes qui peuvent accompagner ceux qui ont déjà commencé par s'essayer en entrepreneuriat pour la réalisation d'un plan de développement stratégique? Ou sinon, quel est le spécialiste qui le fait? Si l'entrepreneur n'a pas les compétences forcément pour y réaliser, ou bien il le fait peut-être de façon mélangée ou incontrôlée. Merci à vous. Merci, monsieur. D'accord. Ok, je vais répondre à ces deux. Trois questions. Oui, ça fait deux interventions pour trois questions. Voilà. La première, c'est quand est-ce qu'il faut abandonner ou pivoter. Ça se fait au moment de la validation de l'idée. Donc, la validation de l'idée, c'est toute suite de process en fait. Et généralement, quand c'est bien fait, l'entrepreneur aura déjà pivoté plusieurs fois. Et quand ça n'aboutit pas, il doit pouvoir abandonner l'idée. Mais il n'abandonne pas ce qu'il peut faire en fait.
il peut abandonner une idée et prendre une autre idée ou pivoter ou autre, mais en fait, un entrepreneur n'abandonne pas, en réalité. Mais il peut changer d'opportunité, il peut changer d'idée, et c'est la phase de validation de l'idée qui permet de gérer cette transition-là. Donc, vous pouvez partir sur une idée de départ, vous pouvez faire un prototype que vous commencez par tester sur le marché en fonction des feedbacks que vous avez de vos clients. Vous allez faire des ajustements. Donc, ces ajustements-là, déjà, c'est des pivotements. Donc, de l'idée de base, vous allez voir que vous ne commencez pas, vous rapprochez plus de l'attente du client. Donc, si vous y arrivez, c'est à cette étape-là que vous pouvez dire, oui, j'y suis arrivé, c'est bon maintenant, mon produit est bon, est accepté par le client, le prix est bon, ainsi de suite. Donc, tout ce qu'il y a comme paramètres de test, vous avez pu les tester avec satisfaction et vous validez maintenant l'idée. En fait, c'est ça. Mais s'il y a des éléments qui ne sont pas satisfaisants, vous pouvez travailler sur cela et c'est ça qui peut amener les pivots. Et quand les pivots ne sont pas possibles, tout et tout, et vous voyez que ça ne va pas du tout, donc vous pouvez vous accrocher à d'autres besoins que vous constatez au niveau de la clientèle et faire maintenant un changement ou bien une réorientation d'idée vers autre chose. Ainsi de suite. Donc c'est comme ça se passe. Donc c'est l'étape de validation de l'idée en opportunité. C'est ça qui permet de faire tout cela. Donc, quand vous arrivez dans la seconde zone, c'est que l'idée est déjà validée, le process est déjà beaucoup plus clair et vous conduisez maintenant la formalisation, le process de démarrage, de lancement, ainsi de suite. C'est ça. Maintenant, par rapport à la deuxième question. La deuxième question. Comment tester les produits comme les sacs et autres? Les produits comme les sacs, généralement, j'avais parlé d'un outil qu'on appelle le design thinking, quand on est à l'étape de la validation de l'idée. Dans ce process-là, l'entrepreneur doit pouvoir arriver à faire quelque chose qu'on appelle le PMV, c'est-à-dire un produit minimum vital. C'est-à-dire, c'est la transformation en une version beaucoup plus tangible de la solution qu'il peut offrir à la clientèle, mais dans des conditions de production assez, low cost, c'est-à-dire il n'aura pas à créer déjà une usine de production, il n'aura pas à faire de gros investissements, mais il pourra quand même trouver les alternatives pour avoir un PMV. Soit le PMV peut être importé, c'est-à-dire, c'est parce que vous avez vu un modèle de sac quelque part, si c'était une idée par alignement, donc vous pouvez déjà acheter un exemplaire, commencer déjà par commercialiser auprès de votre site. Donc c'est déjà un PMV. Vous ne créez pas une unité de production, vous ne créez pas une usine, mais ça vous permet déjà de tester le produit au niveau de votre cible pour voir si ça remplit ces conditions, s'il est satisfait, si ça remplit, si ça lui donne totalement satisfaction. C'est ça qui vous permet de dire, ok, c'est ça il veut, donc il faut que je produise exactement ça. Donc c'est ça. Il y a plusieurs manières de faire le PMV pour que ça ne coûte pas trop à l'entrepreneur, parce que si c'est des choses coûteuses, vous allez le faire, mais quand le client ne valide pas, c'est ça, on a les éléphants blancs. Et c'est ça qu'il faut éviter dans le processus entrepreneurial. Il faut aller beaucoup plus sur un minimum de certitude. En fait. Sinon, déjà, c'est très difficile de mobiliser les ressources. Et quand vous les mobilisez, vous créez quelque chose qui va fonctionner en une semaine ou en un mois et devenir un éléphant blanc. Ça devient très décourageant. En fait, c'est ça. Et enfin, la troisième préoccupation, c'est par rapport au plan stratégique de développement. Notre structure, le CPEP, peut vous accompagner. Le CPEP qui est d'ailleurs une agence spécialisée de la Chambre, donc vous pouvez manifester le besoin au niveau de la Chambre, elle vous orientera vers nous. Donc, nous sommes outillés, nos conseillers sont outillés à vous accompagner dans ce processus d'élaboration de plan stratégique de développement. Donc, comme ce n'est pas le sujet du jour, je ne vais pas perdre de temps à expliquer le contenu, mais c'est un outil ou un document qui permet à l'entreprise de se projeter dans
dans une vision un peu lointaine et de mettre en place des process pour pouvoir travailler de façon méthodique pour atteindre cette vision. Vous voyez, pour notre pays, par exemple, le gouvernement a déjà sorti la vision 2060 du Bénin. C'est comme un plan stratégique de développement. Donc, il va décliner un ensemble de process de maintenant jusqu'à ce qu'on atteigne cette vision. Donc, c'est ça. Vous pouvez vous rapprocher de nous. Nous allons vous écouter, vous conseiller. Monsieur Soubérou, vous avez la parole. D'accord. Alors, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, monsieur Soubérou. Si vous n'êtes pas encore prêt, nous allons passer au prochain. Qu'il parle, il ne sait pas que son... Pour votre micro n'est pas activé, vérifiez si votre micro est actif. Monsieur Soubérou, vous nous recevez, vous êtes toujours en ligne? Bon, le ligne vers vous. Nous allons prendre le prochain intervenant. Monsieur Alexis. Alexis? Je vois la main levée de monsieur Alexis. Vous êtes bien là? Oui, allô? Je suis là. Allô? Vous me recevez? Allô? Vous me recevez? Nous recevons. Ok, bonjour. Merci Bonjour. pour la présentation du DGCPEP. Bon, je voudrais juste savoir, CPEP se trouve où? Est-ce qu'ils ont une plateforme par laquelle on peut les joindre? Donc, c'était juste ma préoccupation. D'accord. Le CPEP est à Placoti. Dans la banque, il fait face au centre commercial chinois. Et vous pouvez nous contacter sur notre page, notre site internet également. C'est www.cepepe.bj. Ok. On peut donner le numéro de téléphone aussi, 01 21 31 44 46. Ok, merci. Merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Monsieur Cressou, ok. Nous avons quelques questions dans le chat.
dans la question de M. Khessou que nous n'arrivions pas à entendre en temps, il demande les procédures d'accompagnement qui s'offrent aux entrepreneurs en herbe qui sont dans le domaine de l'anglais. Voilà, donc je vais laisser le DG dire un mot à propos. D'accord, bon, c'est déjà, c'est une compétence qu'ils ont et qu'ils veulent monétiser. Ça commence déjà par le format de consultant indépendant. Donc, il faut déjà qu'ils puissent identifier les structures de l'écosystème qui peuvent avoir besoin de leur profil ou de leur expertise, que ce soit des structures qui peut-être ont des besoins de traduction de documents, ont des besoins d'interprétariat ou des besoins de toute autre compétence dont ils ont les capacités. Donc, il faut qu'ils fassent un document de présentation de leurs compétences et qu'ils adressent ça à ces structures-là pour pouvoir opiner ou pas opiner, ou rester en tant que consultant indépendant. Donc, si les entreprises ont besoin de leur expertise, ils pourront les saisir ou contracter avec eux pour qu'ils puissent générer des revenus. C'est déjà par là. Après, eux-mêmes vont voir les opportunités qui se créent, comment ils pourront s'ajuster pour travailler durablement. J'espère que M. Ressou est satisfait. Nous avons plusieurs mains levées. Est-ce que ceux qui ont levé la main ont d'autres préoccupations, puisque c'est des participants que nous avons reçus déjà? S'ils ont d'autres préoccupations, je leur prie de bien vouloir poser les préoccupations. Dans le cas contraire, de baisser les mains. Merci, chers participants. S'il vous plaît, Madame la modératrice, je peux aller. Allez-y, monsieur. Ok, d'accord. Monsieur Ressou, toujours. Veuillez vous présenter. Monsieur Ressou, JH. Ok, allez-y. Oui, madame, bonjour, bonsoir. Je voudrais parler. S'il vous plaît, je vous prie de laisser monsieur Ressou finir de poser sa préoccupation et après nous vous recevons. D'accord, je vous en prie. Monsieur Ressou, ok, merci Madame la modératrice. Dernièrement, j'ai été confronté à certains défis. En fait, ça ne passe pas, nous ne vous recevons pas, monsieur Ressou. Merci de réécrire dans le chat alors, nous allons prendre votre préoccupation. Nous allons clôturer dans quelques minutes ce webinaire. Mais en attendant, je vous informe que nous avons mis dans le chat un formulaire de satisfaction. Nous vous prions de remplir, de renseigner ce formulaire pour nous permettre d'améliorer le webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Apparemment, non. TS, je vois la main levée de TS. Monsieur Chan Soumarou, est-ce que vous avez encore une préoccupation? Sinon, veuillez bien baisser la main. Nous allons voir la question de monsieur Ressou dans le chat et après ça, nous allons clôturer cette matinée de webinaire. Oui, j'ai une préoccupation, madame. Allez-y, allez-y. Oui. Merci beaucoup, madame. Merci au DG. Je suis de l'incubateur Ariziki. Je voudrais juste savoir quelles sont les actions spécifiques au programme que la CCIB met en place pour soutenir les jeunes issus des milieux ruraux afin de leur permettre de transformer leurs ressources locales en des opportunités d'affaires. Quels sont ces programmes ou ces actions-là entreprises par la CCIB? Merci. Merci. Déjà, la question est adressée à la
modératrice. Donc, je vais y aller. Merci, monsieur, pour votre préoccupation. La CCI Bénin a mis en place un programme d'activité très alléchant pour les opérateurs économiques, autant de Cotonou que des régions économiques. Toutes les activités que nous menons au siège sont déployées pour la plupart dans les régions économiques de la CCI Bénin. Je suppose que vous connaissez déjà la représentation régionale de la CCI Bénin qui est dans votre zone. Nous sommes présents à Cotonou, à Porto Novo, à Calavi, à Lokossa, à Bomé, Parakou, Natitengu, et nous avons une représentation à Malonville aussi, un représentant à Malonville. Donc, la CCI Bénin informe, protège, forme et défend les opérateurs économiques dans toutes ces régions. Si vous avez des préoccupations particulières, je vous prie de vous rendre dans la représentation régionale la plus proche pour pouvoir bénéficier de nos services. Brièvement, c'est ce que je peux dire. Sinon, vous pouvez vous poser votre préoccupation amplement. Comme ça, nous allons voir dans quelle mesure vous répondre. D'accord, madame, c'est compris. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je peux, dans la même logique, est-ce que je peux poser une question au DG? Oui, allez-y. Allez-y, nous allons, après vous, nous allons clôturer. D'accord. En fait, je voudrais savoir quel conseil vous pouvez donner à un jeune qui est dans un milieu, qui est issu d'un milieu rural, qui veut se lancer en entrepreneuriat. Quel est l'élément le plus important pour lui sur lequel il doit se baser pour quand même commencer son entreprise? Bon, c'est pas forcément une question de région ou de localité. Ce qu'on a développé en entrepreneuriat depuis 10 heures ici, à travers ce thème, s'applique dans toutes les régions possibles. S'il veut se développer ou bien s'il veut lancer quelque chose, il faut qu'il questionne le marché, c'est tout. Il faut qu'il voit le marché que constitue sa zone, c'est-à-dire la région dans laquelle il est, qu'est-ce qui constitue les besoins des gens et comment je peux saisir ces besoins-là et apporter une solution créatrice pour pouvoir générer de revenus. C'est tout. Si tu poses cette question et réfléchis là-dessus, tu trouveras des solutions. Merci beaucoup, DG. Merci. Merci à vous, monsieur. Nous sommes au terme presque de ce webinaire. Je voudrais prendre le mot de fin du directeur général. S'il a un mot de fin à l'endroit des participants. Et après ça, nous allons clôturer. Merci, Madame Atissa. Le mot de fin, sur ce processus, si je me résume à la définition de succès que j'ai donnée, 10% inspiration, 90% transpiration. Nous savons que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Et d'autant plus que ce n'est pas facile, malheureusement, ça ne s'apprend pas forcément à l'école. Donc, il faut que les entrepreneurs puissent comprendre qu'ils doivent vraiment donner de leur personne et travailler sur eux-mêmes pour réussir dans ce volet-là. Donc, par rapport au processus d'idéation, l'idée, tout ce qu'on vient d'expliquer ici, nous, en tant que structure d'appui et d'encadrement, nous sommes à la disposition des entrepreneurs pour pouvoir les coacher, les orienter, les conseiller, pour qu'ils puissent développer, transformer des idées en opportunités d'affaires avant de se lancer, pour réduire les risques. Parce que quand on est dans un milieu où les ressources sont limitées, il faut savoir pouvoir les exploiter au mieux pour optimiser la performance et non continuer à gaspiller des ressources pour peu de résultats. Il ne faut pas oublier également qu'après ce processus d'identification de l'opportunité d'affaires,
il y a 90% de transpiration. Donc, et cette étape, il faut que l'entrepreneur s'investisse. Et il faut qu'il se rappelle qu'il n'est pas seul. Il y a des structures qui sont disposées à partager leur expérience et leur expertise avec lui, à lui tenir la main, à le conduire, le conseiller, pour que ce processus de transpiration, quelque chose de bénéfique puisse en sortir. Et c'est ce rôle également que joue la Chambre. Donc, nous sommes totalement à leur disposition pour pouvoir les accompagner dans ce processus, pour que de très bonnes PME, de TPE, PE, PME puissent émerger davantage dans notre écosystème et que demain ou dans un futur très proche, nous ayons plus de grandes entreprises pour soutenir la croissance de l'économie nationale. Merci DG pour votre mot de fin. Chers participants, je vous informe qu'il est prévu demain une rencontre thématique en ligne sur le thème « Le Fonds national pour l'environnement et le climat, rôle et mission, cadre de collaboration avec le secteur privé ». Vous y êtes invités. Je vous remercie pour votre participation active. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est disponible pour mieux vous servir. Et pour ce, nous sommes disponibles sur nos canaux digitaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, et sur le 114-44, surtout qui est notre numéro vert, pour mieux vous servir. N'oubliez pas que la meilleure idée reste celle qu'on a réellement concrétisée. Rendez-vous donc dans un mois pour un prochain café entrepreneur. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Faladé. Merci à tous. Merci. À bientôt.